Bonjour à tous et bienvenue sur le Gadget. Nous sommes en février 2009 et c'est l'épisode numéro 2. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 2. Le Rendez-vous Tech, c'est le podcast où l'on parle de l'actualité, technologie, gadgets, internet et toutes sortes de choses merveilleuses dans ce goût-là. Je suis Patrick Béja et je suis votre hôte pour la soirée ou la journée, en fonction du moment où vous écoutez le podcast. Et évidemment, je ne suis pas seul pour vous commenter toute l'actualité. Il y a avec moi le codeur, concepteur d'interface graphique le plus fantastique de l'histoire des interfaces graphiques, Yann Allais de yannallais.com. Comment vas-tu, Yann ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, moi j'ai une petite grippe, donc si je renifle un peu pendant l'émission, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Pour nous accompagner, il y a aussi le venture capitaliste le plus intrépide de la côte ouest des États-Unis, qui est Jeff Clavier, qui est avec nous depuis ses bureaux de Softtech VC. Comment vas-tu, Jeff ? Très bien, merci. Depuis un Palo Alto qui est tout mouillé aujourd'hui. Ouais, tu nous disais avant qu'on commence l'enregistrement qu'il pleut dans la Bay Area. Oui, tout à fait. C'est en fait la saison des pluies. On a vu une grosse sécheresse depuis le début de l'hiver, donc tout le monde prend son mal en patience. En fait, est très content qu'on ait de la pluie. Mais tout le monde sauf toi. Ah. Tu veux pas contrarier tes amis, en fait, c'est bien. Bah écoutez, on a énormément de choses dont on veut parler aujourd'hui, donc je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les infos et dans l'actualité, parce que comme ça fait 3 semaines qu'on a fait le premier épisode il y a 3 semaines, donc il s'est passé beaucoup de choses. À moins que vous ayez un petit truc à ajouter, on va se lancer tout de suite ? Non, je pense qu'on va y aller là. Allez, c'est parti. Première chose dont je voulais parler, et qui est à mon sens une information assez importante, c'est l'annonce par Amazon du Kindle 2. Et pour le public francophone qui ne connaît peut-être pas le Kindle, je vais expliquer de quoi il s'agit. Le Kindle, c'est un livre électronique. C'est-à-dire que c'est une sorte de petite tablette graphique avec du papier électronique, ça s'appelle du papier électronique, qui est en fait un écran assez simple, mais avec un gros contraste, qui affiche du noir sur du blanc, qui est un petit peu comme du papier. Et qui a donc comme sur un livre, au lieu d'avoir un écran éclairé, vous avez simplement un écran avec un fort contraste, comme je le disais. Il a une mémoire avec, et évidemment, il peut stocker dans sa mémoire des tonnes et des tonnes de livres. Alors, le Kindle, c'est un produit Amazon, et il y a d'autres livres électroniques qui existent sur le marché, notamment Sony qui en fait des pas mal. Mais l'avantage qu'a le Kindle, c'est qu'il vient avec une souscription 3G, en fait, qui vous permet, une souscription à vie, qui vous permet de télécharger automatiquement tous les livres et les journaux que vous achetez. Alors, Amazon a présenté la deuxième itération de ce petit joujou, qui n'est pas encore sorti en France du tout, ni le premier ni le deuxième. Il y a 23 000 livres qui sont disponibles, c'est-à-dire 50% du catalogue total de Amazon. Il lit les MP3 et les podcasts et toutes ces choses-là. Et là où ça devient vraiment intéressant à mon sens, c'est que quand on disait qu'on peut downloader, qu'on peut télécharger des livres et des titres de presse, moi je comprends pas très bien comment la France ne s'est pas déjà intéressée à ça, parce que on parlait des états généraux de la presse il y a quelques jours à peine, et il me semble que le Kindle est un petit peu la réponse à la perte de popularité de la presse, parce que imaginez, vous payez en fait $10 par mois aux États-Unis pour avoir votre quotidien tous les jours téléchargé sur cette petite tablette qui est comme un livre électronique, quoi, vraiment. Pareil pour les hebdomadaires, par exemple, pour $1,50 par mois, vous pouvez avoir le Times toutes les semaines téléchargé automatiquement sur votre
sur votre Kindle. Pour moi, c'est un truc que la presse française devrait essayer de faire adopter très très vite en France, et je serais même prêt à payer Amazon. Enfin, si je faisais partie de la presse, je serais prêt à payer Amazon pour qu'il l'importe. À mon sens, c'est peut-être la réponse au problème de la presse aujourd'hui. Est-ce que j'exagère l'influence de ce truc, ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi, peut-être Jeff qui est là-bas? C'est vrai que le Kindle a été extrêmement populaire, presque de façon surprenante, si tu me demandes mon avis, parce que c'est quand même une interface assez nouvelle pour lire un journal. Mais j'ai vu effectivement énormément de gens passer de la lecture d'un quotidien papier à un quotidien sur le Kindle. Et je ne sais pas si c'est suffisant pour régler tous les problèmes de la presse, si tu veux, même si on voit de plus en plus des grands quotidiens qui mettent l'accent sur la partie online, et le Kindle, en fait, c'est définitivement un nouveau canal de distribution. Mais c'est clair que dans l'histoire du papier, le papier doit cesser d'exister, ou le papier doit diminuer d'importance en termes de source de revenus. Et donc le Kindle, qui est un modèle de distribution et de paiement qui a été mis en place et qui a été prouvé, est clairement une solution. Et d'ailleurs, c'est presque étonnant pour moi d'entendre qu'ils l'ont pas sorti en Europe, parce que c'est quelque chose qui devrait pouvoir s'appliquer très naturellement. Ouais, on est d'accord. Yann, t'es peut-être pas d'accord? Ouais, non, moi, je dois avouer que je trouve que c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Je crois qu'on n'est pas loin des $350 pour le Kindle 2. Ouais, c'est vrai. C'était le prix du premier déjà, et déjà les gens trouvaient ça cher, donc c'est encore une barrière. Je trouve ça super cher, surtout quand tu vois ce qu'il est capable de faire finalement. Je trouve qu'on est loin de. On est à une ère où on envoie des satellites autour de Mars, etc. Là, le Kindle, quand tu le vois, c'est juste des lettres sur un fond blanc, alors qu'on pourrait justement profiter de cette technologie. Quand tu lis un livre dessus, tu vois un emplacement, enfin tu vois un mot que tu comprends pas forcément, ben, tu cliques dessus et tu as un navigateur qui s'ouvre sur Wikipédia ou sur Google qui te permet d'avoir des informations supplémentaires sur ce que tu es en train de lire. Là, tu es dans une boîte fermée juste sur le livre que tu as téléchargé, et ils ont mis de la 3G dedans, mais finalement, la 3G, tu utilises pourquoi? Juste pour pouvoir télécharger les livres, c'est ça? Télécharger les livres, il faut dire que sur les livres, c'est peut-être pas le plus grand intérêt de la Terre. Encore que, tu sais, tu entends parler d'un livre à la radio ou que ce soit, tu peux tout de suite aller le télécharger immédiatement sur ton Kindle. Mais pour moi, le gros intérêt, c'est pour ça que je parlais de la presse, c'est celui des quotidiens et des périodiques. Tu te lèves le matin, tu as déjà Le Monde, Le Figaro ou ce que c'est sur ton Kindle, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, ils ont peut-être une culture du quotidien plus grande. Je sais pas vraiment, mais pour moi, c'est. Moi, j'utilise si je veux aller sur Le Monde, j'utilise mon iPhone, j'ai Le Monde avec le vrai web dessus, et honnêtement, juste pour clore mon point de vue sur la chose, moi, je suis plutôt friand de solutions plus du genre de ce que propose audible.com, qui est un site qui propose donc des bouquins mais sous forme audio, et donc tu le mets sur ton MP3 et t'écoutes le bouquin comme ça. C'est beaucoup moins contraignant que ce truc qui doit faire facilement 25 cm sur 15. Oui, c'est très très fin, mais c'est quand même embarrassant, je trouve. C'est la taille d'un livre, quoi. Non, c'est plus petit que ça. C'est plus. Ouais. Je pense que c'est une question de préférence. Moi, j'ai vu des gens qui lisaient en fait le New York Times ou le Wall Street Journal dans un avion, et leur commentaire c'est tous les matins ils ont la dernière version la dernière édition du journal qu'ils lisent. Ils ont aussi leur bouquin dessus, et ça permet d'avoir un encombrement minimum. Et ils avaient l'air assez contents en fait des performances. Moi, j'ai trouvé, je l'ai testé quand il était sorti, et j'avais pas trouvé que c'était génial comme interface utilisateur, mais le succès du Kindle a prouvé qu'ils avaient réussi à répondre à un besoin du marché, et c'est pour ça en fait qu'ils se sont lancés avec le Kindle 2. Donc est-ce que c'est une question du côté pratique? Est-ce que c'est le fait que tu peux très facilement accéder à à des nouveaux bouquins ou des nouvelles éditions sans effort, sans avoir besoin d'aller à la librairie? Je sais pas. Mais en tout cas, clairement, leur succès a démontré que il y avait un besoin ou une demande pour ce produit.
Je crois qu'il y a effectivement encore du travail à faire au niveau de l'interface et au niveau de la forme, enfin du format de l'objet, mais à chaque fois qu'on ajoute de la facilité pour accéder à ce contenu, que ce soit les livres ou les quotidiens, c'est forcément une bonne chose, et je crois que l'avenir en tout cas passe par là. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui ou pour le Kindle 3 ou 4 ou d'autres type de livres électroniques, je sais pas, mais je crois que l'avenir passera par là de toute façon. Et j'ai hâte qu'on le voit en Europe et en France en tout cas, j'espère bientôt. Un autre sujet, les aventures de Microsoft. Il y a eu quand même quelques petits trucs qui sont passés ce mois-ci. Je vais passer très rapidement sur Songsmith. Je ne sais pas si vous avez vu de quoi il s'agissait, mais c'était une... C'est extraordinaire ce truc-là. Franchement, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si j'étais plus séduit par le produit ou par la publicité, mais je te laisse en parler. Je te laisse présenter. Non, vas-y. Dire ce que c'est. Parle-nous-en très rapidement parce que je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais dis-nous. Ok, d'accord. Donc de quoi il s'agit. Globalement, Microsoft Research, qui est donc la division de recherche de Microsoft, a développé un logiciel qui s'appelle Songsmith, qui globalement vous invite à commencer à fredonner un morceau. Donc vous chantez ce que vous voulez et il va automatiquement rajouter derrière des instrumentaux. Donc il va vous rajouter une mélodie, de la basse, de la guitare, du violon, etc. pour accompagner votre chant, même si vous chantez très très mal, quoi. Et ce donc, qui a priori est une bonne idée, hein. Oui, mais quand tu vois la pub, alors je sais pas si on rajoutera sûrement sur le site un petit lien qui permettra aux gens de voir la publicité, mais la publicité qu'a fait Microsoft sur la chose est vraiment hilarante, puisque tu vois des petits comme des grands qui se mettent à chanter devant cette interface très très Barbie, je trouve. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que bon, ça fait très Guitar Hero quand même comme truc, un Guitar Hero inversé où tu chantes et ça t'accompagne, mais quand tu vas sur le site de Microsoft Research, ils te disent très clairement que c'est un outil fait pour se divertir, mais également un outil fait pour les professionnels, et c'est là que ça me fait beaucoup rire, quoi, parce que je vois mal un Mick Jagger oui, c'est sûr comme ça, quoi. Je crois que on va vous laisser regarder la vidéo tout seul pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. C'est un mélange entre un orgue bon tant pis et une pub pour jouets pour enfants de 7 ans des années 70, et c'est là qu'on voit vraiment la force de communication des concurrents de Microsoft, parce que là enfin bon, je n'en dirai pas plus, mais c'est le truc le plus kitsch et le plus ridicule de la Terre. Ça vaut le coup d'être vu pour ça. C'est clair. Une autre annonce qui a un petit peu secoué le monde de l'informatique ces dernières semaines, c'est l'annonce des différentes versions de Windows 7, qui est le prochain système d'exploitation de Microsoft. Comme vous le saviez certainement, il y avait 7 versions différentes de Windows Vista, et tout le monde était complètement perturbé par ces 7 versions parce qu'on savait pas laquelle choisir, laquelle avait quoi. Et ils ont annoncé, contre toute attente, qu'il y aurait aussi cette version de Windows 7. Donc, le monde de la technologie les a immédiatement raillés. Ils ont sorti leurs couteaux les plus aiguisés pour massacrer le département marketing de Microsoft. Ce que je peux comprendre, parce que c'est sûr que dire comme ça, il y a cette version, c'est un petit peu déconcertant. Le truc, c'est que concrètement, dans les faits réels, il y a seulement 2 versions dont les gens vont vraiment entendre parler, parce qu'il y a d'autres versions qui sont pour les pays émergents, des versions plus basiques pour les netbooks, des versions pour le déploiement en grosse licence en entreprise, etc. Concrètement, il y aura la version Home Premium et la version professionnelle qui seront vraiment vendues. Les autres, vous pouvez les oublier. Donc, ouais. Je pense que c'était pas la meilleure façon d'annoncer les choses de la part de Microsoft. Je sais pas qui s'en est occupé, mais d'annoncer cette version. Mais concrètement, il y en aura que 2. Hein. Je crois que c'est bien le cas. Il y aura 2 versions qui seront importantes. Ouais, je pense. Enfin, il y a effectivement. Alors moi, j'ai pu voir qu'il y avait 6 versions en fait, mais globalement, les gens seront surtout intéressés par une version basique et une version premium. C'est ce que vous allez sûrement retrouver à la Fnac quand vous allez acheter votre nouveau PC. Et après, les professionnels ont l'habitude d'avoir leur version professionnelle, donc ils ne seront pas perturbés par ça. Et honnêtement, je ne connais pas de personnes dans mon entourage qui ont été perturbées par les différentes versions de Vista.
en 2 minutes, tu demandes à un pote qui s'y connaît et il te dit voilà, tu prends ça et puis voilà, c'est tout. Oui, mais Donc, tu devrais pas avoir à demander à un pote. Tu devrais dire voilà, moi je veux celle-là sans avoir à demander à un professionnel, quoi. Enfin, c'est invraisemblable cette histoire. Quand t'achètes macOS, tu te demandes pas est-ce que c'est un tel ou un tel. Tu vas dans un. Voilà. Non, ça je veux pas dire, mais. Non, mais c'est vrai. C'était inévitable. Non, mais ceci dit, bon, Microsoft a plus de clients qu'Apple et ils ont des clients qui ont différents besoins. Et là où quand même on peut les féliciter, c'est que avec Windows 7, chaque version supérieure inclut toutes les fonctions de la version antérieure. C'est quand même un changement par rapport à Windows Vista où il y avait certaines versions supérieures qui n'incluaient pas des trucs genre Windows Media Player et ce genre de choses. Là, si t'achètes une plus chère, t'as tout ce qu'il y avait dans celle d'avant. Donc bon, c'est déjà ça. Ouais. Une autre chose, c'est les Microsoft Stores qui ont été annoncés, les retail stores, donc les magasins dans les malls, les centres commerciaux. Merci. Qui a fait rire un petit peu toute la. Tu passes trop de temps aux États-Unis, Patrick. Sans doute, ouais. Et là encore, la comparaison avec Apple est inévitable puisque les magasins d'Apple ont un succès phénoménal et qu'on se dit, bah, Microsoft est en train de copier Apple. Ceci dit, Microsoft avait déjà des magasins avant Apple. On s'en souvient peut-être pas, ils avaient pas beaucoup de succès, mais ils existaient déjà. Mais ça a provoqué certaines moqueries, comme par exemple le fait de dire que les magasins Microsoft auront 7 entrées, une entrée basique, une entrée standard, une entrée home premium. J'ai pas vu ça. Bon, ça c'était marrant. Non, mais honnêtement, moi je trouve que c'est une bonne idée. Hein. J'ai toujours été un fervent défenseur du on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aujourd'hui, Microsoft n'existe qu'à travers les constructeurs. À la Fnac, tu vas découvrir Windows 7 à travers un Dell, à travers un Acer. Le fait d'avoir son propre store et de pouvoir mettre en évidence de façon parfaite avec des gens compétents un Windows Surface, le multitouch de Windows 7 ou mettre en avant les fonctionnalités telles que Windows Media Center ou le Xbox Live dans un environnement, tu sais, très cocooning avec des beaux petits fauteuils qui font 45 cm d'épaisseur, bien moelleux et tout, et une hôtesse charmante. Enfin, j'exagère un petit peu la chose, mais je pense que le fait de la présentation, c'est quelque chose de très important et on n'a pas toujours ce petit degré de finition qu'on a nos produits qui sont exposés en grande surface. Donc moi je trouve ça vraiment très très bien de la part de Microsoft de se rapprocher un petit peu des consommateurs comme ça avec des Microsoft Stores. Moi je suis complètement d'accord. Ah, d'accord. Moi, je suis pas convaincu au sens où... Enfin, vas-y, je t'en prie. Juste un truc, c'est que j'irais même plus loin, c'est que je dirais que Microsoft devrait carrément faire des PC à eux. Des PC qui sont certifiés Microsoft et qui fonctionnent bien et qui peuvent présenter effectivement, parce que, comme tu le dis, moi je pense que ça pourrait donner quelque chose s'ils le font bien. Vu la pub, bon tant pis, du Songsmith, c'est pas certain, mais je pense qu'ils devraient le faire. Jeff, toi, t'es pas convaincu? Non, je pense que clairement Microsoft aujourd'hui a basé son succès sur un énorme channel de distribution, que ce soit au travers des vendeurs de PC ou de l'ensemble de tous les magasins au monde, que ce soit online ou dans la vraie vie, qui les représentent. Et je ne pense pas que Microsoft aujourd'hui ait démontré un réel savoir-faire dans la partie relation consommateur final, etc. Comme tu disais, Patrick, ce qu'ils avaient fait avec la première génération de magasins Microsoft, c'est pas génial. Ne serait-ce que quand tu vas dans le Microsoft Store qu'il y a dans chacun des gros campus de Microsoft, c'est pas quelque chose qui te donne envie d'acheter, si ce n'est par le prix et les discounts que tu récupères. Et je sais pas en fait s'ils seront capables de créer quelque chose qui sera réellement compétitif, sachant qu'il y a encore d'énormes chaînes telles la Fnac en France ou Best Buy ici aux US qui les représentent. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir monter en différence, sachant qu'ils n'ont pas mis à part le Zune qui va pas trop bien et la souris et le clavier, je sais pas en fait si les gens vont se déplacer juste pour aller voir du soft, quoi. Il y a Microsoft Surface qui pourrait être mis en exposition. Il y a Media Center que très peu de personnes connaissent. Il y a le multitouch de Windows 7. Pour le moment, tout le monde pense que le multitouch c'est Apple, alors que c'est faux. Ça arrive également sur les plateformes de Microsoft. Donc, je pense au contraire que ça permet aux gens de découvrir que il y a des alternatives.
Mais je crois effectivement que s'ils le font, ça serait intéressant de le faire pour une question de représentation et d'éducation du public, de montrer aux gens ce que c'est que Microsoft. Et il y a des choses, le Xbox Live par exemple, qui est fantastique, comme tu le disais, le multitouch qui pourrait. Si tu veux une question d'image, maintenant, peut-être que financièrement c'est pas intéressant et qu'eux ils font leur argent ailleurs de toute façon, mais. Ouais, tout à fait. Enfin bon. Disons comme à leur habitude, s'ils font avec leur première version du magasin un truc raté, peut-être que la version 2 ou la version 3... de toute façon, ils ont les moyens, donc ils peuvent en faire 15 versions des magasins. Vous croyez qu'on aura un écran bleu dans le magasin ? Ah, c'est possible, oui. Elle était facile, celle-là était facile, mais bon, c'est tellement... Yann, à propos de multitouch, tu devais nous parler des brevets d'Apple. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a maintenant à peu près 2 semaines, il y a un verdict qui a été donné et globalement, Microsoft Apple avait fait un recours en justice pour pouvoir dire que le multitouch était une technologie qui leur appartenait. Et ils ont eu gain de cause et donc voilà, maintenant c'est fait, c'est officiel. Le multitouch est une technologie qui a été inventée par Apple. Ils ont passé 300 pages de brevets à expliquer comment on fait une communication avec un écran tactile et ses doigts. Donc c'est acté maintenant et c'est quelque chose qui va poser problème à Microsoft aujourd'hui avec son Windows 7 qui implémente donc cette technologie et également au Palm Pre qui implémente également cette technologie et on ne sait pas vraiment comment ils vont s'en sortir puisque notamment le Palm Pre il va pas tarder à sortir, je pense qu'il va sortir dans 5 ou 6 mois, même si aucune date n'a été informée, et je sais pas comment ça va se régler cette histoire. Je suppose qu'il va y avoir ça va être une question de sous derrière, mais c'est assez problématique. Il y a beaucoup de constructeurs qui sont en train de développer leur hardware sur cette technologie, et ça fait un petit peu mal, quoi, une annonce comme celle-là. C'est d'autant plus hallucinant que le multitouch n'est pas du tout une technologie Apple. Je veux dire, ils ont déposé un brevet, mais on se demande ce que fait le bureau d'études des brevets aux États-Unis, parce que c'est tellement évident. Enfin, je veux dire évident dans le sens où c'est clair pour n'importe qui regarde un petit peu l'histoire de cette technologie. C'est tellement évident que Apple n'en est pas à l'origine que on sait même pas comment ils ont pu obtenir ce brevet. Moi, je crois que ça tiendra pas si ça va au procès. Mais moi, ce que je me demande... Oh, vas-y. Tout dépend de leur date d'antériorité par rapport à la demande de brevet. Aujourd'hui, aux États-Unis, pour clamer antériorité sur une technologie, il suffit d'avoir déposé une patente vide qui ne contient rien si ce n'est ton nom et ton adresse à un moment donné. Ensuite, tu as 1 an pour remplir ta patente et déposer en fait ton application. Et il suffit en fait qu'ils aient déposé il y a un bout de temps quelque chose qui soit lié au multitouch alors que tout le monde était en train de développer cette technologie pour qu'ils puissent dire on était les premiers. Donc c'est pas parce qu'ils n'étaient pas les premiers à commercialiser la technologie qu'ils n'ont pas antériorité d'un point de vue patente sur ce truc, et c'est pour ça à mon avis que le USPTO leur a donné la patente, parce que en fait ce qui se passe, ce que font les examinateurs, s'ils vont regarder ce qu'on appelle le prior art, donc quels sont l'ensemble des patentes, des technologies, des choses qui ont été inventées à ce jour, à la date à laquelle la patente a été déposée, et s'ils considèrent que c'est la première fois que cet ensemble de claims, c'est-à-dire on a inventé telle chose, on a inventé tel truc, si c'est la première fois que la claim est faite, à ce moment-là, ils vont dire ok, c'est bon, la patente est valide. Oui, mais concrètement, tu dis il n'y a pas de prior art, donc de représentation antécédente. En l'occurrence, c'est pas vrai, puisqu'on avait vu. D'ailleurs, on reviendra sur la conférence TED un petit peu plus tard, mais je crois que c'était à TED que ça avait été vraiment présenté au grand public pour la première fois. C'était il y a déjà 2004, je crois, ou 2000. Je sais plus quand, mais je veux dire le film, le fameux. Moi, j'ai film vu il y a de 3 Spielberg, ans, si je me rappelle bien. Voilà, et le brevet a été obtenu aujourd'hui, enfin il y a 2 semaines par Apple. C'était pas. Oui, mais pas il a été déposé il y a 4-5 ans. Typiquement une patente, bon, je veux pas rentrer dans les caractéristiques trop techniques, mais en fait, quand tu vas déposer une patente aujourd'hui, en 2009, tu sauras en 2014, donc ça prend à peu près 4 à 5 ans, pour que l'ensemble de toutes les patentes qui sont aujourd'hui en attente de validation
soit examiné. Et donc, s'ils ont eu leur patente il y a 2 semaines, ça veut dire qu'ils ont déposé leur dossier en 2003 ou 2004. D'accord. Bon, on aura peut-être le fin mot de l'histoire au premier procès pour le multitouch. Et puis rappelle-toi qu'en fait, pour une grande boîte comme Apple ou IBM ou Microsoft, ce genre de patente est utile pour l'offensive, donc pour protéger tes propres droits, mais aussi pour te défendre. C'est-à-dire que si tu as 3000 patentes dans tes coffres, c'est quelque chose que tu peux utiliser contre des attaqueurs potentiels qui viendraient te chercher d'un peu trop près sur tes propres patentes. Ouais, c'est-à-dire que tu utilises un truc que quelqu'un d'autre a patenté, le quelqu'un d'autre vient de dire ah oui, mais toi tu utilises ça, c'est à moi, et Apple va pouvoir dire ah oui, mais toi tu utilises tu le contre-attaques, et en gros derrière tu as des accords de licence que toutes les grandes boîtes de techno aujourd'hui ont créé entre eux, c'est-à-dire je te licencie mes patentes, tu me licencies mes patentes, et puis on s'attaque pas, comme ça on est tranquille. Ouais. Et concrètement, c'est ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire que je pense qu'Apple ne pourra réalistement, je sais plus, ne pourra pas vraiment empêcher qui que ce soit d'utiliser le multitouch. Mais bon, on va passer à un autre sujet. Celui-là est un petit peu trop long. On pourrait passer beaucoup de temps dessus. Pour en terminer sur Microsoft, Yann, tu avais aussi la question de la Commission européenne qui s'attaque encore à Windows. Ouais. Globalement, ce qui se passe, c'est que la Commission européenne, qui décidément aime beaucoup Microsoft, est en train d'étudier un sujet comme quoi il faudrait s'arranger pour que les prochains systèmes d'exploitation de Microsoft, voire les actuels, soient dépossédés d'Internet Explorer. C'est un sujet qui revient à plusieurs reprises. On ne comprend pas pourquoi Internet Explorer est à ce point greffé au système d'exploitation de Microsoft, et ils sont en train donc d'évaluer, de monter un dossier pour plus ou moins obliger Microsoft soit à enlever Internet Explorer de son système d'exploitation complètement, ce qui est peu probable, ou soit de fournir le système d'exploitation avec un jeu de navigateurs tels que Firefox, Opera. Enfin, la liste n'a pas encore été définie, mais il faudrait comme ça, dès qu'on installe sur Windows, avoir le choix entre différents navigateurs, et c'est ce qu'essaie d'imposer la Commission européenne à Microsoft. C'est encore à l'étude pour le moment, mais ça rappelle quand même la petite histoire qu'il y avait eu autour de Windows XP N. Je sais pas si vous vous en souvenez de cette histoire. Où alors pour les auditeurs, Windows XP N, c'était une version que Microsoft avait sortie à la demande en réponse à une attaque de la Commission européenne qui exigeait que Windows XP soit vendu, soit disponible dans une version sans Windows Media Player. Donc ils avaient sorti cette version Windows XP N qui était dépourvue de Windows Media Player, et si mes souvenirs sont bons, était au même prix que la version standard de Windows XP. Donc voilà. Et apparemment l'histoire se répète également ici avec l'histoire des navigateurs, où Microsoft serait obligé de fournir une version avec différents jeux de navigateurs, et c'est pas la première fois que la Commission européenne aurait réussi, réussirait à faire Microsoft modifier leur système d'exploitation. Tout ça, c'est des questions de vente liée et d'abus de position dominante et de monopole, effectivement, parce que dans le système d'exploitation, la Commission européenne avait estimé que Windows Media Player était donc un lecteur multimédia qui n'était pas intimement lié au système d'exploitation. C'était une opinion discutable, mais ils estimaient que c'était donc de la vente liée d'un autre produit. Pour le navigateur web, aujourd'hui, on peut difficilement concevoir un système d'exploitation qui soit vendu sans navigateur web. Donc, à la limite, l'idée d'en avoir plusieurs et qu'on puisse choisir au moment où on installe Windows lequel on va utiliser, pourquoi pas. Mais le fait d'en livrer 100... Même ça, même cette idée-là, elle est absurde. Des navigateurs web, il y en a plein. Alors tu vas tous les intégrer dans le système d'exploitation. Si demain, moi, je décide de créer un navigateur web le plus basique, est-ce que je peux exiger à être dans le système d'exploitation de Microsoft? Apple, ça fait des années qu'ils nous sortent un macOS avec Safari, avec iTunes.
personne, ça ne dérange pas les gens plus que ça. Et puis si ouais, jamais ils sont pas en position en position dominante sur le marché, donc les mêmes règles ne s'appliquent pas. c'était facile comme contre-attaque. Je pense que c'est vrai, c'est vrai. C'est pas. Oui, effectivement, Safari sur le PC c'est nulle part, mais enfin, quand tu installes iTunes, en gros, tous les 15 jours, on te demande, tiens, est-ce que tu veux installer Safari aussi? Puis tu fais pas attention, tu veux updater iTunes, tu veux installer Safari aussi. Bon, je pense que aujourd'hui, Firefox est devenu un browser énorme, sans avoir eu le besoin d'être installé par défaut sur les OS Microsoft. Je pense que je sais pas si c'est aller trop loin, pousser le bouchon. Je suis d'accord avec Yann. Si jamais les gens se retrouvent qui installent Windows en Europe, se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas cliqué la bonne option, ils n'ont pas de navigateur internet, ça va être un peu dommage pour eux. D'autant plus que j'espère qu'au minimum ce sera implémenté d'une façon qui a du sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part Firefox, Chrome, Opera, bon, où est-ce que tu vas t'arrêter, quoi. Donc je vois pas ça ayant beaucoup de sens. Bon. D'autant plus que les gens ne voient pas systématiquement tous les endroits où Windows utilise Internet Explorer. On a des menus dans Windows où on n'a pas l'impression que c'est Internet Explorer qui se trouve derrière, mais en tant que développeur, je peux vous dire que il y a beaucoup de menus d'aide quand vous appuyez sur F1 sur un programme et que l'aide s'affiche, derrière, c'est Internet Explorer qui est utilisé. Beaucoup de développeurs s'appuient sur le fait que quand ils développent leur application, systématiquement, il y aura Internet Explorer sur l'ordinateur. Aujourd'hui, quand je développe mes applications, je pars de ce principe-là. Demain, si jamais je sais que mon application pourra potentiellement être installée sur une machine où il n'y aura pas Internet Explorer, ça va me poser beaucoup de problèmes et ça poser beaucoup de problèmes aussi à ma société en tant qu'éditeur de logiciels. Et je rajouterai juste une dernière chose, c'est que si jamais cette histoire passe avec ces navigateurs qu'il faut encapsuler direct avec Windows, quid de Notepad, de WordPad, le jour où OpenOffice va dire c'est pas normal qu'il y ait un WordPad dans Windows, nous aussi, enfin ça nous fait de l'ombre et on voudrait être shippé directement avec Windows, enfin, c'est la porte ouverte à tous les éditeurs. Tout le monde voudra rentrer dedans, ou sinon, on se retrouve avec un système hyper modulaire, comme ce qu'on retrouve avec les éditions de Linux, où tout est sous forme de package, et on compose son OS, mais ça, c'est du Linux, c'est pas du clé en main comme ce à quoi on a été habitué avec les technos Microsoft depuis des années. D'autant plus que effectivement vendre un système d'exploitation sans navigateur internet, enfin c'est comme vendre une voiture sans pneus, quoi. Je crois que c'est dans Tweet que Mollywood disait ça quand elle passait dans Tweet tout à l'heure. Enfin ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est effectivement la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je te coupe. Mais j'ai du mal à voir quel est l'intérêt du consommateur et qu'est-ce qu'ils essaient de question de position dominante ici. Encore. Ouais. Non. Visiblement, aucun d'entre nous n'est convaincu. Hein. Pas du tout, non. On parle de position dominante et avant de passer à Google, on va avoir une série de news sur Google qui, visiblement, les gens chez Google ne dorment pas. Mais on a une dernière petite chose qui nous permet aussi de parler de TED, qui est un truc qui me tient assez à cœur. Et je vais laisser Jeff en parler peut-être. Tu as vu la conférence de Bill Gates à la conférence TED, le keynote de Bill Gates? Oui, il a parlé en fait peut-être matin. D'abord expliquer ce que c'est que TED pour les gens qui connaissent pas. Oui, donc TED, c'est donc une conférence qui s'appelle Technology, Entertainment and Design. Ça fait 25 ans qu'elle existe. C'était initialement un petit groupe de personnes qui se réunissaient chaque année pour discuter en fait des nouvelles avancées dans les sciences, la technologie, l'art, le design, et c'est devenu extrêmement populaire. Maintenant, il y a à peu près que je me rappelle 1600 personnes qui sont sur le site principal, donc maintenant à Long Beach, en Californie, à côté de Los Angeles, et 450 personnes qui sont en simultané à Palm Springs, donc avec une retransmission en satellite, donc à peu près 2000 personnes qui sont à la conférence. C'est 3 jours et demi de programme, c'est essentiellement
un ensemble de présentations de 18 minutes ou de 3 minutes fait par des experts dans leur domaine, et ça va de la biotechnologie, de l'astronomie, de l'informatique, beaucoup de choses sur le climat, mais aussi l'art, le design. Il y avait quelqu'un qui présentait son travail sur le soufflage de verre, par exemple. C'est vraiment très varié, en fait, c'est extrêmement varié, et personnellement, puisque ça fait maintenant 5 ans que j'y vais, c'est un espèce de c'est un moment personnel pour moi, plus qu'une occasion de networker ou de faire du business, ce qui est la raison principale que j'ai pour aller à autant de conférences par an. Et c'est toujours passionnant, c'est souvent émouvant, parce que c'est beaucoup d'histoires personnelles qui sont racontées. Et aujourd'hui, en fait, on peut aller sur Internet, sur le site TED.com, et voir la plupart de ces interventions des différents speakers de la conférence. Ils ont commencé à mettre en fait les sessions de cette année sur Internet. Je crois que la session de Bill Gates est déjà sur Internet. Est déjà disponible, et c'est franchement quelque chose de passionnant. Je dirais que si je devais aller à une conférence par an, qui n'était pas une conférence pro, c'est-à-dire que pour moi c'est le Web 2.0, donc j'irai à la Web 2.0, mais ça c'est vraiment ma conférence favorite. Moi, franchement, depuis que j'ai découvert TED, je ne cesse d'être émerveillé par ce qui s'y passe. La plupart des conférences, justement, sont disponibles sur le net. Je ne saurais trop recommander à nos auditeurs d'aller y jeter un coup d'œil. C'est TED.com, c'est très simple, et vraiment, on sent l'intelligence couler du cerveau de ces gens sur la bande vidéo, et parvenir jusqu'à nous par le net. C'est invraisemblable, la quantité de gens intelligents, émouvants. C'est l'un des plus beaux sites qui soit sur Internet. Vraiment, je vous recommande d'y aller. Et donc, Jeff, tu étais là-bas, et tu as eu la chance de voir notamment la conférence de Bill Gates, que tu peux peut-être nous raconter, parce que c'est un sacré blagueur, Bill Gates. Oui, c'est un sacré. Enfin, quand tu vois Bill Gates sur scène, surtout quand il parle en fait des gros sujets sur lesquels il a décidé de se préoccuper, et je pense que c'est admirable que l'homme le plus riche de la Terre, et que quelqu'un qui a vraiment accompli d'énormes choses avec Microsoft ait décidé il y a maintenant un an de prendre sa retraite et de se focaliser sur les gros problèmes de ce monde, en investissant quelque chose comme 1 ou 2 milliards de sa fortune personnelle par an sur le travail de sa fondation. Et ça, je trouve ça admirable. Et donc effectivement, il parlait des gros problèmes auxquels les populations du tiers-monde sont confrontées, dont la malaria, dont des maladies qui ne sont pas vraiment connues, ou parce que heureusement on ne les subit pas aux États-Unis, en Europe. Et donc, pour faire rigoler, il a sorti il avait une espèce de petit container en verre sur sa table, là où il parlait. Et puis il dit, tiens, par exemple, là j'ai des moustiques, et en Afrique, ce sont des vecteurs de maladies, parce que ils vont se poser sur des animaux, c'est des personnes qui sont malades, ils vont pomper un peu de sang, puis après ils vont transmettre. Et c'est très difficile en fait de s'en protéger. Regardez d'ailleurs, et il prend le container, il l'ouvre et dit, regardez, voilà, maintenant vous avez des moustiques aussi. Et là, il y a tout le monde qui se bat en courant. Alors, il y a eu comme un froid dans l'audience, et il y a 1300 personnes dans cette salle. Donc il y a eu est-ce qu'on rigole, est-ce qu'on se bat en courant? Là, il y a Twitter qui se met puisque il y avait quand même pas mal de Twitter de gens qui avaient des comptes Twitter sur la conf. Alors là, d'un seul coup, on voyait Twitter, Bill Gates a lâché des moustiques dans l'audience. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et il y a des gens non, c'était des conneries, c'était vide. Et puis après, il y a eu une annonce officielle a posteriori, comme quoi, oui, il y avait des moustiques, mais c'était des moustiques qui étaient bénins. D'accord. Et donc c'était une façon pour lui d'attirer l'attention de l'audience, qui était assez amusante, quoi. Ah il a fait parler de ça, tout le monde en a parlé. Je suis toujours au fond, donc je me suis dit je suis au fond, mais c'est vrai que ça faisait partie de son catch. Le reste de son, moi j'ai trouvé que
bon, comme j'ai dit, il est admirable, mais j'ai trouvé que son épouse, Melinda, en fait, je l'avais vu parler à une conf aussi il y a 1 ou 2 ans, j'ai trouvé qu'elle était encore plus impressionnante que lui sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que bon, c'est génial qu'il était là, et en plus, ce qui était super, c'est que et c'est un peu le contrat TED, c'est que même si on est Bill Gates, en fait on est une personne qui est à la conférence comme une autre, et il était assez ouvert, ils discuté avec les gens. Je sais que Loïc Lemer a passé 5 minutes avec lui où il disait c'était incroyable, il était super simple. Si tu sais pas que c'était Bill Gates, en fait ça aurait été un mec qui était à la conférence comme n'importe qui. Et ça c'est très sympa en fait. Bon donc j'espère que nos auditeurs auront eu un petit peu envie d'aller voir de quoi il s'agit. Et si vous y allez effectivement pour la conférence de Bill Gates sur le site, attardez-vous-y un petit peu et allez voir d'autres conférences parce que vraiment ça vaut le coup. Et puisqu'on est en train de parler de maître du monde et de Microsoft entre autres, on va transitionner vers un autre maître du monde, Google, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont fait une série de nouveautés c'est ce dernier mois qui est invraisemblable. Franchement, mais je comprends pas comment ils font. Tous les jours, ils annoncent un truc nouveau, que ce soit pour Gmail ou d'autres trucs, ou Google Earth, ou enfin bon, chaque jour il y avait un truc nouveau. On en a retenu quelques-uns, et le premier truc, c'était assez amusant, c'était le fameux titre auquel on a eu droit le lendemain sur tous les sites de technologie, c'était « Google a détruit Internet pendant 45 minutes ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un petit peu exagéré quand même. Ce qui s'est passé, c'est que... Un petit peu quand même. Google, en fait, utilise une société tierce pour déterminer quels sites qu'ils indexent sont dangereux, donc porteurs de virus ou ce genre de choses. Quels sites sont dangereux et quels sites ne le sont pas. Et il y a eu une ligne qui a été modifiée dans cette liste, qui était la ligne de la racine de tous les sites web. C'est-à-dire que la ligne, c'était juste un /. Et pour les gens qui connaissent un petit peu, un /, ça veut dire tout ce qui existe, en gros. Hein. Je schématise, ne m'envoyez pas de mail, mais en gros, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on allait sur Google, on tapait une recherche et tous les sites qui apparaissaient en résultat étaient considérés comme dangereux par Google. Donc, quand on cliquait dessus, ils affichaient « Attention, ce site est dangereux, n'y allez pas. Si vous voulez quand même y aller, cliquez ici, mais c'est très dangereux. » Tous les sites, donc, étaient comme ça, y compris le site de Google lui-même. Hein. Vraiment, tous les sites qui étaient recherchés par eux. Alors, ça peut paraître anodin, mais comme on a eu des chiffres un petit peu après, et certains sites, pendant cette période de 45 minutes, ont vu leur trafic descendre de 50% à peu près, ce qui veut dire qu'il y a... Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens utilisent Google, même comme dans la barre d'adresse, ils tapent le nom, s'ils veulent aller sur, je sais pas moi, Yahoo, dans un excès d'ironie, ils veulent aller sur Yahoo en passant par Google, ils vont pas taper yahoo.com, ils vont taper Yahoo dans la barre de recherche Google et cliquer sur le premier lien. Et donc, pendant 45 minutes, ça, c'était presque impossible, ça a eu des conséquences désastreuses sur le net. Je sais pas si ça vous inspire quelque chose de particulier, mais c'était bon à signaler. Ouais. Je trouve que c'est quand même révélateur de la façon dont les gens utilisent leur ordinateur, quoi. C'est-à-dire qu'apparemment, ça veut dire que la plupart des gens préfèrent taper directement le nom du site sur lequel ils veulent aller dans Google plutôt que de passer par un favori. C'est dingue quand même, parce que quand tu dis 50% des sites qui ont eu du trafic en moins, ça veut dire déjà ça montre à quel point les sites sont dépendants certains sites sont dépendants de Google, mais ça montre aussi comment les gens utilisent. Et je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui passaient par des favoris, des trucs comme ça. Mais j'aurais jamais soupçonné une perte de 50%, quoi. Et puis surtout pendant 45 minutes. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec le gars qui a introduit ce slash dans le filtre, s'il a été pendu et sa dépouille exposée aux yeux de tous en guise de leçon. C'est possible, ouais. C'est possible. En tout cas, je pense qu'il est à la recherche d'un boulot en ce moment et qu'il ne doit pas marquer ça dans ses références. Probablement. Oui, ou alors c'est quelque chose où, c'est peut-être que, parce que avoir le slash dans le fichier, ça devait être quelque chose qui n'était pas, ça peut être une exception en fait qui n'était pas gérée par le code de Google. Parce que bon, c'est quelque chose qui aurait pu être détecté quand même quand ils pensent. Ouais. Mais c'est vrai que ça démontre la mainmise de Google sur l'accès à Internet. Hein, je veux dire, ils ont 60% du search au monde. Bon, c'est différent en fonction des pays, mais c'est clair que si tu avais le contrôle parental mis en place, comme je l'ai fait pour ma fille, il y avait strictement rien. Tu pouvais pas accéder à Internet du tout. Et c'était, papa, Internet marche pas. Ouais, c'est ça.
Et puis, Incroyable. qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc Google a et cassé c'est vrai que- Internet. Et Google a cassé Voilà. Internet. Et c'est une personne qui a coupé quasiment l'accès à Internet à l'ensemble du monde. C'est incroyable. C'est vrai. À propos de Google et partout, Google va également pouvoir vous suivre partout puisqu'ils ont lancé un nouveau service qui s'appelle Google Latitude, qui permet par les téléphones portables qui incluent le GPS ou l'équivalent du GPS de suivre les gens en fait. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur Google Latitude et vous pouvez suivre les autres personnes qui vous y autorisent et qui sont aussi sur Google Latitude. Par exemple, vous êtes, par exemple toi Jeff, tu inscris ta fille sur Google Latitude et toi tu inscris et tu peux savoir à tout moment en allant sur la carte où elle est grâce à ce service et inversement et voilà, et les gens peuvent suivre les membres de leur famille ou les membres de... Alors il y a beaucoup de gens qui ont dit voilà c'est des stalkers, des fans fous qui vont pouvoir vous suivre à la trace. Il faut quand même autoriser les gens à le faire, donc il n'est pas dit que ça soit la fin de la vie privée. Il faut quand même s'y abonner, mais c'est vrai Alors, que ça peut avoir des dérives quoi. Moi, de point de vue purement technique, je trouve que c'est sympa comme techno. Maintenant, de point de vue humain et juste avant qu'on commence à enregistrer l'épisode, j'ai posé la question à ma femme. Je lui ai dit, tu sais, on va traiter d'un sujet sur Google Attitude, donc je lui ai expliqué rapidement ce que c'était. Et je lui ai dit, est-ce que déjà c'est un truc qui te plairait et pourquoi tu l'utiliserais? Et direct, elle m'a dit, c'est pour te suivre toi et savoir en permanence où tu es. Et quand tu me dis que t'es à tel endroit, que je puisse comme ça le vérifier. Tu vois? Tu vois, donc, c'est un truc, honnêtement, c'est un truc qui va, je pense qu'il va, de point de vue humain, poser plus de problèmes qu'en résoudre. Et le pire, tu vois, c'est que après, t'as un effet pervers, c'est que je lui dis, mais si jamais je ne t'autorise pas, comme tu le disais tout à l'heure, tu peux dire avec qui tu veux partager ta position géographique. Et si je te dis, mais non, je veux pas partager avec toi ma position géographique, tu réagirais comment? Et elle me disait, mais pourquoi tu veux pas partager ta position géographique avec moi? C'est que t'as vraiment des choses à cacher ou des trucs comme ça. Oh Donc, là là. honnêtement, alors je sais pas, j'espère. Enfin, Donc dans la famille Allais, on est en train de prier pour que l'attitude ne devienne pas trop populaire, quoi. Exactement. Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est une très bonne techno et je n'ai absolument rien à cacher. Et donc, je fais la discours avec enthousiasme. Je vois pas pourquoi tu dis ça, Patrick. Est-ce que ta femme écoute l'émission par hasard? Bon, je vais pas te laisser répondre. Ouais, allez, on passe. Gmail Drive, c'est donc... Non mais je pense que pour les gamins, par contre, ça peut être effectivement le fait d'avoir ça sur l'iPhone de mon fils pour c'est pas savoir où il est, mais en gros ça fait partie des choses où tu te dis c'est de la sécurité passive parce que bon, tu sais jamais ce qui peut se passer. Ouais, c'est vrai comme ça. Mais c'est vrai que la notion de t'as des services comme ça, comme Looped, qui existent déjà depuis un an sur l'iPhone, qui sont très populaires, où les gens peuvent broadcaster leur location. Je pense que mon approche, c'est de dire il y a des services comme Twitter qui te permettent de dire où tu vas et où tu es si ça te chante, mais la notion d'avoir un beacon qui toutes les 5 ou 10 minutes va envoyer un signal où tu es, non, ça me branche pas ça. Ouais. Une autre nouveauté pas que j'ai grand chose à cacher non plus, mais j'aime bien la petite précision qui arrive après quand même, tu sais. L'autre service intéressant de Google qui vient d'être lancé, c'est le Gmail Drive, qui va être sans doute en fait un précurseur de Google Drive, le G Drive, qui sera lancé peut-être cette année. Alors le Gmail Drive, c'est un truc qui permet simplement avec un logiciel qui était déjà mis en place par Google, qui s'appelle Gears, pour ceux qui connaissent, ça vous permet de travailler sur Gmail, donc le service d'email par le net de Google, donc de travailler avec ce service même quand on n'est pas connecté à Internet. Donc si vous êtes par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous êtes sur votre portable, vous êtes connecté, vous vous connectez à Gmail, et puis vous rentrez dans un avion, vous n'avez plus de connexion Internet, et ben vous pouvez continuer à lire vos emails parce qu'ils ont été téléchargés, vous pouvez en écrire de nouveaux. Et ces emails que vous avez écrits seront envoyés par le service de Google une fois que vous serez reconnecté. Mais là, vous pouvez écrire les brouillons et les sauver et ils seront envoyés automatiquement. Donc, c'est un moyen d'avoir en fait de concurrencer un petit peu les clients de mail classiques qui eux font ça naturellement puisqu'ils sont pas basés sur Internet. Donc là, ils jouent un petit peu sur les deux tableaux et c'est
assez lié au service du G Drive en fait, qui sera sans doute lancé cette année comme je le disais, qui est un service qui permet à Google d'héberger sur ses serveurs des documents à vous, n'importe quel type de document. C'est-à-dire que ce soit des documents Word, des documents, je dis n'importe quoi, mais des documents Photoshop, des documents Excel, quoi que ce soit, vous pourrez les héberger sur leur serveur, sur votre compte, et y accéder où que vous soyez. Donc il y aura une synchronisation qui sera faite entre votre ordinateur et ce qui est sur leur serveur, ce qu'on appelle le nuage, le cloud, qui est donc cette entité un petit peu éthérée d'ensemble de serveurs sur Internet. Et l'avantage que ça aura évidemment, c'est que finalement vous n'aurez pas besoin de vous soucier de ce que vous faites de vos documents, puisque comme ils seront sur les serveurs de Google, comme ils seront dans le cloud, vous pourrez y accéder où que vous soyez. Ça a un énorme avantage et ça relance l'idée du Thin Client Computing, qui est cette idée de l'ordinateur qui ne vous sert qu'à être une fenêtre vers Internet, qui est un petit peu l'idéal de Google, puisque Google est une société basée sur cette technologie d'Internet et qui est au désavantage de Microsoft, puisque Microsoft a besoin d'un ordinateur pour faire tourner son système d'exploitation. Finalement, si Google développe ce concept jusqu'au bout, on pourrait imaginer avoir un ordinateur très très simple qui serait simplement un navigateur Internet et avec zéro puissance sur l'ordinateur. Et donc ce navigateur vous offre la fenêtre sur Google, donc sur Gmail, sur vos documents, sur tout ça. Et tout le travail lourd se ferait sur leur serveur à eux et sur Internet. Donc il y a des avantages et des inconvénients très certainement à ces deux systèmes. Moi je trouve que l'idée de tout héberger chez Google est plutôt intéressante. Certaines personnes ont dit avec raison que Google aura accès à toutes vos données et toutes vos informations alors qu'ils en savent déjà beaucoup. Ça pose des problèmes de vie privée. Est-ce que ça vous fait peur, ces histoires de vie privée, ou est-ce que vous êtes enthousiasmé par cette idée du Thin Client Computing et de tout sauver dans le cloud, dans les nuages ? Déjà, c'est pas un truc que Google a inventé, c'est un truc qui existe déjà. Moi, en l'occurrence, ça fait maintenant quelques années que j'utilise un service qui s'appelle Dropbox. Je sais pas si vous connaissez, qui fait exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire que tu crées un compte chez eux et ils te permettent. Alors, ça fonctionne pas exactement de la même manière. C'est que tu t'abonnes chez eux et tu installes un petit client sur ton ordinateur et qui va en fin de compte te permettre, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, te permettre de te connecter à ton ordinateur et à un petit espace de stockage sur ton ordinateur et mettre tes fichiers comme ça à partir d'un Internet Explorer ou d'un Firefox ou de n'importe quel ordinateur. Donc la possibilité de pouvoir mettre ces fichiers sur le cloud, c'est pas quelque chose que Google est en train d'inventer, c'est un truc que différents éditeurs proposent déjà et à des prix bien inférieurs à ceux que annonce Google avec son G Drive. Et sinon, en ce qui concerne la sécurité, je pense que les gens font la part des choses. Jamais je me permettrais de mettre des documents critiques du genre mes impôts ou du code source pour des clients avec lesquels je travaille. Le type de fichier potentiel que j'hébergerais sur des solutions comme celle-là, ce sont des photos de vacances ou un CV ou une maquette pour un site ou un truc comme ça. Mais je pense que les gens seront suffisamment raisonnables pour savoir que voilà, ça c'est beaucoup trop critique pour que je puisse le mettre in the cloud mais pas pour autant fermer la croix sur un G Drive et l'utiliser dans d'autres situations. Et juste pour revenir sur ce que tu disais juste avant, cette histoire de clients légers qu'on pourrait avoir dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, j'y crois pas du tout. Y a beaucoup de gens pensent que l'avenir se trouve dans le client léger et que tout se trouve in the cloud. Le jour où tu me feras un Crysis en JavaScript, je te dirais peut-être, mais pour le moment, le cloud sera toujours à la ramasse par rapport à ce qu'on fait sur du client, ce qu'on appelle du client lourd, avec des API qui ont un accès direct au hardware. Et là, tu ne pourras jamais rattraper ça avec les technologies qui sont utilisées. C'est certain, mais je crois que c'est pour différents types d'utilisation. Ça, le client léger, ça serait pour un certain type d'utilisation. Moi. Voilà. Bon. Jeff ? Je pense que c'est une évolution naturelle des choses. Petit à petit, on a mis de plus en plus de choses de données, d'applicatifs dans le cloud et
Je pense que, in fine, c'est là où on va aller. Est-ce que ça prendra 3 ans? Est-ce que ça prendra 5 ans? C'est là où, in fine, on aura le plus gros de notre stockage d'infos, il sera dans le cloud quelque part. Donc, je vois pas de problème de privacy ou de choses comme ça. Après, la question, c'est plutôt la performance, c'est la mise à disponibilité. Tu vois aujourd'hui, la quasi-totalité des startups dans le monde Web 2.0 utilisent les services d'Amazon, S3, EC2, etc. Donc le stockage, des services de stockage, de stockage en ligne. Ouais. En ligne, oui. Et donc c'est une évolution naturelle des choses. Et je pense que le fait que Google lancent leur propre implémentation est pas surprenante du tout, étant donné que ils ont été assez précurseurs quand même avec leurs applications, les Google Apps, depuis 2-3 ans. Et je pense que la notion de pouvoir accéder à toutes tes données, quel que soit l'endroit où tu te trouves, sachant que il y a toujours la possibilité de crash une machine ici ou là, c'est une solution intéressante. C'est ça qui est important, effectivement, c'est que du coup, tes données sont saines et sauves quelque part dans les nuages, et toi, t'es tranquille, t'es plus complètement contraint par la présence physique de ta machine, quoi. Que ce soit, parce qu'on peut avoir plusieurs machines en plus, donc ça a des avantages au niveau de la synchronisation et de la facilité d'accès aussi. Entre parenthèses, à propos de synchronisation, Google a également lancé une nouvelle fonctionnalité sur ses calendriers et ses contacts avec Gmail, qui permet de synchroniser avec une grande partie des téléphones portables et des smartphones, tous les contacts et tous les calendriers. Donc, et ça utilise Microsoft Exchange. Et c'est un service qui est gratuit, alors que généralement, il était payant. En tout cas, Microsoft faisait payer ce type de service, et relativement cher d'ailleurs. Donc là encore, j'ai l'impression vraiment que ces derniers temps, Google est en train de préparer son omniprésence dans différents domaines, et je crois que l'arrivée d'une sorte de Google OS sur Internet n'est plus si loin que ça. Ça fait des années que tout le monde en parle, mais elle me semble se rapprocher à grands pas. Google Earth 5 est sorti. Si vous n'avez pas encore utilisé cette application, downloadez-la tout de suite. Elle est incroyable. Et elle ajoute les fonds marins à l'imagerie classique donc, de la Terre. Vous pouvez également explorer une grande partie des fonds marins avec ce nouveau Google Earth. Pour les océanologues parmi nous, ça sera intéressant. Une autre histoire qui a fait le tour du web pendant très longtemps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a quelques semaines donc, le gouvernement indien a annoncé qu'ils allaient développer un ordinateur portable à $10. Pendant quelques jours, tout le monde en a parlé, on se demandait comment il était fait, est-ce qu'il était en carton, est-ce qu'il était... on savait même pas de quoi il s'agissait. Vous avez eu le fin mot de l'histoire, vous, ou pas ? Non, j'ai pas bien compris si finalement ils ont réussi à vraiment le faire à $10, parce que il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils avaient réussi, et puis finalement au bout du compte c'était plus $100, c'était $180 ou $100. Donc je sais que les Indiens ont annoncé également un portable qu'ils ont réussi à le faire à $10, mais je sais pas si finalement on a du concret là. Effectivement, pardon Jeff, vas-y si tu connais l'histoire. Non, moi j'ai vu une couverture du truc où en gros c'était c'est pas un ordinateur et c'est pas $10. Voilà. Je sais pas quelle est l'histoire. Nicolas Negroponte a lancé donc le projet One Laptop per Child, qui était censé être un laptop extrêmement peu cher, qui était franchement focalisé sur le tiers-monde, avec une technologie de batterie, d'écran et de réception sans fil qui était adaptée. Je crois ça, que c'était une initiative qui a quelques années déjà, hein, et finalement... Tout à fait, oui. Ouais. Et donc ça, je sais plus quel était le prix in fine, je crois que c'était à $200. C'était 200, ouais. Au final, il coûtait 200. Mais à $10, non, c'est. Voilà. Finalement, en fait, tu l'as dit, hein, Jeff. Finalement, c'est pas un portable et c'est pas $10. Donc, ils ont tenu le monde en haleine. Tout le monde de la technologie, on en parlait dans tous les podcasts, que ce soit Buzz Out Loud, This Week in Tech ou tous les sites de technologie, d'actualité technologique. Donc finalement, c'est en gros
une sorte de disque dur qui coûte à peu près $30 sur lequel on peut brancher un moniteur et un clavier, un machin, mais il n'a rien du tout, quoi. C'est juste un truc de stockage, et voilà, il n'y a rien d'autre. Mais Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec $10? Non, mais c'est pas évident. possible. Comment tu veux faire un portable à $10? Bah, si tu veux, quand un gouvernement l'annonce, on se pose quand même la question, quoi. Mais tout le monde était très incrédule, mais tout le monde était sceptique, mais bon. Bon, c'était la petite blague indienne de ce mois-ci, en tout cas. Une autre blague qui nous vient de chez Nielsen, c'était donc la société Nielsen, hein, que tout le monde connaît. Ils ont fait une étude sur la productivité de leurs employés et ils ont décidé qu'un moyen d'augmenter la productivité et de réduire le nombre de spam et d'emails inutiles qu'ils recevaient, c'était de tout simplement enlever complètement de leur programme de mail, c'est-à-dire de Outlook, le bouton et la fonction répondre à tous. C'est-à-dire que maintenant, chez Nielsen, c'est une société qui emploie quand même plus de 35 000 employés, qui sont tous affectés. Il n'y aura plus dans le logiciel de mail répondre à tous. C'est-à-dire que si vous voulez répondre à tout le monde, il va falloir copier à la main, copier-coller en tout cas, les adresses de toutes les personnes à qui vous parlez. C'est une blague. Hein. Non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. Non, mais ça me rappelle un truc. À une époque, j'ai travaillé avec Microsoft et il me racontait une histoire qui s'est passée chez Microsoft France, où globalement ils étaient en train de gérer un projet. Donc il y avait différents intervenants dans le projet et ils passaient aussi par des SS2I, donc des prestataires de services. Et à un moment, il y a un courrier très important qui a circulé entre deux dirigeants. Et je sais pas si vous savez, mais quand vous rédigez un mail, vous avez donc la destination, enfin le champ A où vous donnez l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer mail. Il y a CC, donc les personnes en pièce jointe à qui vous voulez envoyer également cet email. Il y a aussi le petit champ, voilà, en copie, et le petit champ CCI. Je sais pas si vous avez déjà fait attention à ce petit champ, mais pour ceux qui ne savent pas, CCI, ça permet de rajouter donc quelqu'un dans l'email qui va recevoir cet email, mais les autres personnes qui se trouvent dans A et dans CC ne verront pas la personne qui était en CCI. Donc ça permet finalement d'envoyer un mail et de mettre quelqu'un aussi en copie, mais que les autres ne le voient pas en fin de compte. Que c'est une façon de mettre ça de façon discrète. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne qui a reçu le mail en CCI s'est sentie un petit peu privilégiée et dit bon, mais ok, ça passe, je vais essayer d'en placer une d'intéressante. Et donc il a répondu en fait quand il a fait un reply all en répondant à tout le monde et a donné son point de vue sur le sujet alors qu'il n'était pas censé du tout être dans la conversation. Et depuis ce jour-là, Microsoft France a enlevé, en fin de compte, a demandé de ne plus utiliser donc le champ CCI parce qu'ils ont eu des problèmes également avec le reply all, quoi, puisque des gens utilisaient ce truc-là. Donc c'est sûr voilà. que ça peut poser des problèmes, mais de là à carrément enlever la fonctionnalité plutôt que d'éduquer les gens à l'utilisation de la chose, c'est un petit peu... Ah, ça c'est un grand chantier. Le problème, c'est que c'est pas toujours évident de voir quand t'as été BCC. Enfin, dans un programme anglais, c'est le BCC, le Blank Carbon Copy. Ouais, c'est pas toujours évident. Je précise en français, CCI, c'est copie carbone invisible. Voilà. Et c'est pas toujours évident de voir que tu as été BCC. Et donc c'est vrai que ça peut amener à des situations un peu difficiles. Ils ne faisaient pas les fiers. Hein. En tout cas, Nielsen a trouvé une solution un petit peu radicale, mais bon. Ça a fait rire le net pendant quelques jours, cette histoire. Tu m'étonnes. Avant-dernière nouvelle dont je voudrais parler également, c'est que YouTube a décidé d'autoriser le téléchargement de vidéos depuis leur site. C'est un truc qui n'était pas encore disponible jusqu'à aujourd'hui. Et la nouveauté, c'est que le téléchargement sera disponible soit gratuitement, soit de manière payante. Donc, c'est un moyen de monétiser leur site, hein, évidemment. J'imagine que certains studios de cinéma ou Dieu sait qui fera des téléchargements payants. Et ça va être sans doute étendu à l'avenir, mais en tout cas, ça vient d'arriver. C'est un changement d'attitude pour YouTube qui faisait du tout streaming jusqu'à maintenant. Moi, je suis
Le problème, c'est que YouTube souffre terriblement de leur image de petits trucs rapides, pas chers, enfin gratuits, sur lesquels on va pour voir ce que je sais moi, des chats ninja qui mangent du gâteau, tu vois. C'est le genre de truc que tu vas voir sur YouTube. J'irai pas du tout penser, enfin je penserais pas du tout à aller télécharger un truc sur YouTube en payant. Ça c'est plutôt un truc que j'irai faire sur iTunes que sur YouTube, mais bon, peut-être qu'ils réussiront à changer leur image. Ouais, d'autant plus que c'est un truc qui existe, enfin, qui était déjà possible avant. Tu avais plein de sites où tu rentrais l'URL de la vidéo que tu voulais télécharger en dur et tu tapais juste l'URL et puis il te donnait un lien télécharger maintenant, quoi. Donc le site te streamait le contenu et le convertissait à la volée en fichier MPEG que tu pouvais récupérer sur ton disque. Donc alors, c'était pas forcément légal, mais c'était quelque chose qui était possible pour les vidéos, en tout cas qui étaient libres de droit. Et moi, je suis pas comme toi, c'est-à-dire que la qualité des vidéos, en tout cas la majorité des qualités des vidéos sur YouTube ne me citerait pas à utiliser ce genre de service, quoi. Surtout que il y en aura sûrement beaucoup à la clé qui seront payants. Donc non, je suis pas plus que ça intéressé. Je pense que le problème de YouTube, c'est comme tu le disais, c'est que c'est un service qui est utilisé pour soit de la copie piratée, soit du contenu de peu de valeur. Il voit à côté le succès de services comme Hulu, qui a du contenu premium que tu peux regarder modulo le passage de quelques pubs, et ils se disent que clairement, étant donné leurs problèmes de monétisation, il faut qu'ils rentrent sur le contenu à plus forte valeur, et je pense qu'ils essaient de construire un portefeuille de fonctionnalités qui les amène à ça. Mais changer... Excuse-moi, je précise juste pour les gens qui ne connaissent pas Hulu, c'est le site de streaming des grands studios hollywoodiens. Il y en a 3 ou 4, je crois, qui ont passé des accords entre eux. Oui, tout à fait. C'est des films et des films assez récents en plus qui passent sur ce site. C'est des films ou c'est des séries. C'est des épisodes des séries les plus populaires. Et donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'utiliser Torrent pour ça. Il suffit que tu ailles sur Hulu et tu peux de façon complètement légitime regarder ces séries. Et donc, si tu vis aux États-Unis. Si tu vis aux États-Unis, ils ont toujours la restriction. Toujours. Mais c'est sûr que là aussi on revient à des questions de facilité d'accès. On en parlait au début de l'épisode en parlant de la presse. Finalement, ils ont fini par comprendre qu'il fallait offrir le contenu facilement et que c'était le seul moyen de combattre la piraterie. Ils le font et Hulu marche du feu de Dieu. Ah oui, c'est clair, c'est redoutable. Moi, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien l'avoir aussi. Mais... Tu utilises Hulu, toi, Jeff ? Pas énormément, mais de temps en temps, quand je loupe un épisode de 24 heures, je le récupère sur Hulu et c'est vraiment bien. Et en plus, c'est une preuve que les studios qui essayaient en fait de protéger leur contenu pendant si longtemps avaient la mauvaise approche. La façon de le faire, c'était de créer Hulu et de le pousser eux-mêmes et de faire du revenu grâce à ça. Mais comment ils font du revenu avec ça ? La pub. Pour le moment, c'est essentiellement de la pub. Et c'est de la pub, en fait, c'est un des sites de vidéo qui monétise le mieux aujourd'hui sur Internet. Bon, ça reste, c'est pas en fait des, je sais plus quels sont les CPM. C'est de l'ordre de 10-15$, quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est de la pub autour de la vidéo. C'est pas, ils ont pas remasterisé le flux vidéo et incorporé de la pub à l'intérieur, quoi. C'est autour, non, c'est sur le site même. C'est ce qui s'appelle c'est du pre-roll, non ? C'est le truc qui passe avant ta vidéo. Ouais. C'est du pre-roll, c'est du post-roll, c'est de la pub dite premium dans ce monde-là. Et c'est un des sites que aujourd'hui les annonceurs qui veulent être dans le monde de la vidéo vont chercher en priorité, parce que c'est une audience qui est une audience de valeur. C'est ça le problème de YouTube, c'est que quand tu vois la qualité de la communauté et le niveau des commentaires que tu récupères, c'est pas la joie. Ouais. Bon, donc c'est un essai en tout cas qu'ils sont en train de faire pour essayer de rattraper Hulu. On verra si ça fonctionne. Dernier sujet que je voulais évoquer, et ça nous emmènera sur notre conclusion aussi, c'est Twitter à la Maison Blanche. Alors, peut-être que, avant même de raconter l'histoire pour que tout le monde comprenne, on va expliquer ce que c'est que Twitter, parce qu'on en a parlé très succinctement le mois dernier,
Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit c'est dommage, vous n'avez pas vraiment expliqué de quoi il s'agit, et moi j'aimerais bien savoir. Donc, est-ce que l'un de vous veut se risquer à l'explication de Twitter ou personne? Non, je pense que je vais te laisser faire ça. Tu l'as fait si bien sur ton blog, je ne vais pas me risquer à défigurer un petit peu ton explication. Jeff, tu veux tenter ou je le fais? Allez, vas-y Patrick, je rajouterai mes commentaires. D'accord, à la suite. A posteriori. Ok, alors Twitter, pour faire simple, c'est d'un côté, c'est la technologie de communication qui connaît le plus grand développement de ces dernières années. Et pour faire compliqué, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous vous inscrivez, vous créez votre compte sur Twitter, et à partir de là, ça vous crée une page à vous où vous allez pouvoir mettre des mises à jour de votre statut, de votre état. Donc vous allez pouvoir dire, par exemple, Patrick mange des pâtes, Patrick enregistre le rendez-vous tech numéro 2, etc., etc. Ça va donc créer une page où il y aura toutes ces petites mises à jour de statut successives sur la même page. Ensuite, les autres personnes qui sont inscrites sur Twitter vont pouvoir suivre différentes personnes. Par exemple, moi, si je suis Jeff et Yann, je vais avoir ma page principale sur laquelle il y aura toutes les différentes mises à jour qu'ils ont fait, ces deux braves garçons, depuis, peu importe, elles s'afficheront tous sur ma page. Et par contre, le truc qui est important à savoir, c'est que si moi je suis Yann n'est pas obligé de me suivre. Ça, c'est un truc important, on le verra dans 2 minutes pourquoi c'est important. Bref, au final, moi je vais suivre, disons, 50 ou 100 personnes et je vais pouvoir voir très facilement ce qu'ils sont en train de faire, les trucs intéressants qu'ils ont vus, les sites internet dont ils parlent tout au long de la journée, etc. Et rester en contact comme ça avec toutes ces personnes. Et chacun va pouvoir suivre autant de personnes qu'il veut, mais différentes personnes, et également mettre à jour tous ces statuts lui-même et donc communiquer ces mises à jour à toutes les personnes qui le suivent. C'est un petit peu compliqué, mais je sais pas si la réalité c'est très simple. Hein, dans la réalité, c'est très simple. Mais avant de continuer, je voudrais juste parler du truc que tout le monde me dit quand j'essaie d'expliquer Twitter, c'est que tout le monde me dit oui, c'est exactement comme le mail. Ben non, c'est pas comme le mail parce que là, en mettant ma mise à jour simplement sur Twitter une fois, toutes les personnes qui me suivent vont pouvoir voir de quoi il s'agit sans que je n'ai à leur envoyer individuellement. D'autres personnes vont me dire c'est exactement comme Facebook. Parce qu'il y a ce petit truc de mise à jour de statut sur Facebook. Mais non, parce que Twitter, d'une part, ne fait que ça, donc ça facilite énormément l'utilisation. Et d'autre part, le suivi des personnes n'est pas symétrique. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un, il n'est pas obligé de me suivre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, par exemple, si 450 personnes me suivent, eh ben moi, je suis pas obligé de lire ce que les 450 personnes écrivent. Alors que sur Facebook, dès qu'on a plus de 100 personnes en amis, ça devient illisible parce que notre page est complètement spammée par toutes les mises à jour. D'autres personnes vont dire c'est comme le chat, mais c'est pas du tout comme le chat puisque là encore on peut s'adresser à plein de personnes en même temps sans avoir à leur envoyer directement chaque mise à jour. D'autres personnes encore vont dire c'est comme un forum, mais c'est pas comme un forum puisque il y a là encore sur le forum, ça va être divisé en différents sujets et il va falloir répondre au bon endroit au bon moment pour qu'on puisse être lu. Alors que là, ça va être immédiatement diffusé à tout le monde. La dernière chose que je dirais à ce propos, c'est que les messages de statut sont limités à 140 caractères. Et l'avantage que ça a, c'est que ça permet de les utiliser un petit peu partout. On peut avoir des clients Twitter sur son bureau sans passer par la page web, sur son bureau de son système d'exploitation, sur Windows ou macOS, mais aussi sur son téléphone ou sur n'importe quel type de machine. On peut imaginer avoir un client Twitter pour pouvoir l'utiliser très facilement et très rapidement. Et enfin, l'effet, disons, si vous passez outre toute cette explication un petit peu compliquée, l'effet que ça donne, c'est que si vous imaginez une salle avec plusieurs milliers de personnes qui parlent en même temps, sauf que vous pouvez choisir qui vous allez écouter.
Et les personnes que vous écoutez vont peut-être dire quelque chose d'intéressant que vous allez répéter aux personnes qui vous écoutent, vous. Donc ça fait une sorte de diffusion d'informations extrêmement rapide, mais extrêmement cohérente aussi, parce que c'est pas que toutes ces personnes, ces milliers ou ces dizaines de milliers de personnes vont parler en même temps et que tout le monde va s'entendre. C'est que vous choisissez véritablement qui va vous écouter et qui vous écoutez. Non, pardon, vous choisissez pas qui va vous écouter, mais vous choisissez qui vous écoutez, et ça fait une sorte d'organisation automatique de l'information qui est très efficace. Et je crois que au-delà de cette explication, on ne peut vraiment se rendre compte de l'efficacité de la chose qu'en l'essayant. Donc je vous inviterai à aller l'essayer. Et avant de parler de mon histoire dont je voulais parler, qui a rapport avec la Maison Blanche, je laisse à Jeff et à Yann le soin de faire des précisions sur mon explication. Peut-être que je me suis égaré quelque part. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu as défini Twitter comme étant tout ce que, enfin, en disant voilà ce que ce n'est pas. Exactement. Et, en fait, la façon dont moi je le définis, c'est Twitter, c'est un service de micro-blogging qui permet en fait de s'exprimer. La limitation à 140 caractères, qui était vraiment très énervante au tout début, parce que 140 caractères, quand on a quelque chose d'important à dire, c'est pas beaucoup. Donc on passe du temps des fois à réécrire son post de manière à tenir les 140 caractères. C'est une façon en fait très naturelle de micro-bloguer plusieurs fois par jour si vous le souhaitez, sur des choses qui peuvent être complètement dites de vanité. Bah tiens, je vais prendre un café avec un tel, on fait du name dropping, on dit j'ai vu mon copain un tel pour prendre un café avec lui. Par exemple, tu pourrais dire je suis à la conférence et il y a Bill Gates à 2 mètres de moi, par exemple. Voilà, par exemple. Et ça, pendant TED, il y a eu une grosse activité sur Twitter où il y avait pas mal de nos lecteurs ou de nos followers, comme on dit, qui se plaignaient qu'en fait, ils voulaient qu'on arrête de parler de TED sans arrêt. Mais c'est une façon, en fait, de communiquer de façon très simple, sans avoir à passer beaucoup de temps, en fait, à réfléchir à des posts longs. Moi, je sais que quand mon blog était un blog assez gros, mais je m'en suis un peu lassé, et je voulais pas en fait perdre cette opportunité d'interagir avec une audience, mais franchement, passer 2 à 3 heures à écrire un post de 1000 mots, j'avais plus le temps et j'avais plus la passion. Et Twitter, en fait, est arrivé au bon moment. Il y a 1 an et demi quand j'ai commencé à l'utiliser pour remplacer ça. Et j'ai pas du tout la même audience sur Twitter que sur le blog, mais c'était une bonne alternative et c'est devenu quelque chose qui est complètement naturel et qui s'est vraiment énormément développé sur l'année qui vient et surtout sur les 6 derniers mois. Et la simplicité est vraiment un élément clé du succès de Twitter, hein, parce que comme je le disais, beaucoup de gens disent mais c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça parce que c'est tellement simple à utiliser qu'on le fait. C'est aussi simple que ça, c'est tellement facile que les gens le font plus qu'ailleurs. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise le plus Twitter. C'est-à-dire que je vais juste essayer de donner un exemple concret aux auditeurs. C'est que là, par exemple, si jamais j'ai envie d'aller voir Madagascar, mais je me pose un petit peu des questions sur la qualité du film, je prends mon iPhone, je me connecte à Twitter, j'écris juste qui a vu Madagascar et qu'est-ce que vous en pensez, je poste, et là, toutes les personnes qui me suivent, en l'occurrence 13 personnes, toutes les personnes qui me suivent et qui ont vu Madagascar peuvent répondre à ce message. Donc, ça apparaît sur la page de toutes ces 13 personnes qui me suivent, ils voient tous ma question, qu'est-ce que vous pensez de Madagascar, et ces personnes peuvent me répondre. Et donc, ça permet comme ça d'avoir un feedback, et donc, bien évidemment, plus vous avez des gens qui vous suivent, plus vous avez un feedback intéressant. Et le deuxième exemple, c'est que, je sais pas, je peux très bien dire que, voilà, pour la Saint-Valentin, j'ai acheté à ma femme un lave-vaisselle. Et là... Et là, il y a plein de personnes qui peuvent venir, mais quel goujat, etc. Et puis on peut communiquer comme ça, ou voilà, quelqu'un peut me recommander un lave-vaisselle à tel prix, à Darty, ou je sais pas quoi. Et voilà. Donc c'est ça qui c'est un petit peu, c'est très très simple comme moyen de communication. C'est ça qui est important en fait, c'est que c'est un nouveau moyen de communication qui vient s'ajouter à tous les autres et qui permet simplement d'élargir l'éventail qu'on a comme outil pour communiquer, quoi. Et il y a des utilisations très particulières qui en ressortent. Mais je pense que c'est un excellent exemple que tu as cité,
Yann, qui est en fait la possibilité d'engager avec son audience et d'avoir des réelles conversations sur des sujets qui peuvent être futiles ou importants, de solliciter du feedback sur tel ou tel domaine, ou de juste dire bah tiens, je suis à tel endroit à telle heure, est-ce que quelqu'un veut aller prendre un verre? Et je pense que c'est un moyen de communication qui est vraiment intéressant, mais ça permet aussi de créer de nouveaux types de relations avec les gens au travers d'un outil qui paraissait trivial au tout début, mais qui est maintenant en train de prendre de l'ampleur. Et puis bon, je sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 jours, ils ont annoncé qu'ils avaient levé 35 millions de dollars de Benchmark Capital. En plus de tout ce qu'ils avaient déjà levé. Donc là, pour le moment, la grosse question avec Twitter, en fait, c'est quel est leur modèle de business. Bon, ils ont clairement annoncé qu'ils allaient s'en préoccuper, mais avec 35 millions de dollars en banque, sachant qu'ils avaient encore un bon paquet des 10 millions de dollars qu'ils avaient levés il y a juste quelques mois, ils ont des années et des années et des années et des années de cash devant eux pour faire grandir le service et se développer. Donc, mais bon. De toute façon, je crois que je n'ai jamais vu autant de services annexes s'ouvrir qu'avec Twitter. Tous les jours, il y a un nouveau site qui est Twitter truc, Twitter machin, faites ceci avec Twitter. C'est le truc le plus énorme que j'ai vu depuis des années sur Internet. Mais vraiment, hein, je plaisante pas. Bah c'est simple, aujourd'hui, toutes les URL en TW quelque chose sont en train d'être créés par centaines et centaines, parce que tout le monde va avoir soit son service au-dessus de Twitter, soit le service qui va être le Twitter de quelque chose. Ouais. Je veux dire, moi je vois ça tous les jours, puisqu'en fait je reçois des tonnes de business plans de gens qui disent alors voilà, je suis de Twitter de ci, ou alors j'ai cette application qui est autour de Twitter machin, et bon, la plupart de ces machins là tiennent pas vraiment la route, mais il y en a de temps en temps, c'est intéressant. Donc faut pas sous-estimer. Je sais que c'est facile en fait de dérider Twitter, mais je pense que ce serait une erreur de le prendre à la légère. Et pour moi, le fait qu'ils aient levé 35 millions de dollars de Benchmark, bon, c'est une des 2 boîtes eux ils ont mis 21 millions de dollars. Si Benchmark met son argent là-dedans, sachant que c'est une des boîtes de VC au monde qui a quasiment le plus de hits de façon consistante sur les 10 dernières années, je dis attention. Enfin, là, attention, c'est quelque chose qui est légitime. Là, de toute façon, je crois que plus personne de sérieux au monde ne prend Twitter à la légère. Hein. Et tu diras bonjour à ton ami Biz Stone de ma part, si jamais il a... Je n'y manquerai pas. Si jamais il a l'idée Patrick qui se libère, fais-moi signe. Tu leur as demandé? Parce qu'en non, fait, mais il est utilisé, Patrick, en fait. Ah oui, non, ça craint. Parce qu'en fait, la façon dont j'ai eu Jeff, c'est que c'était pas utilisé, et puis bon, c'est vrai, je les connais, je connais F, je connais Biz, donc je leur ai demandé si je pouvais récupérer. Mais en fait, ils ont une policy qui est applicable. Je sais pas si vous connaissez Rodrigo Sepulveda Schultz en France. Qui est donc le CEO de Vpod TV, avait un ID genre à la noix, et il a récupéré Rodrigo il y a quelques semaines. Parce que Rodrigo n'avait pas été utilisé pendant 9 mois, ouais. Voilà, tout à fait. Alors, donc, on parle beaucoup de Twitter, et d'autres personnes en parlent également, et notamment à la Maison Blanche, parce que le problème commence à se poser, parce que Twitter sort un petit peu maintenant, on sent le frémissement il sort un petit peu du ghetto technologique, et il y a notamment des gens comme des sénateurs ou des gouverneurs, enfin bref, des personnalités politiques qui utilisent Twitter, et il y a certaines personnes qui utilisent Twitter qui sont à la Maison Blanche, ou alors qui vont à la Maison Blanche. Donc, par exemple, on a le problème éthique qui se pose. Est-ce que quand on est à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, en train de parler avec Obama, est-ce qu'on dit sur son compte Twitter à ses 10 000 followers, donc en train de débattre du plan de relance avec Obama? C'est un vrai problème. Laisse-moi réfléchir. Non. Écoute, a priori non, mais c'est quand même une question qu'on se pose. Là par contre, où il y a un non ferme et définitif, c'est par exemple le sénateur démocrate Pete Hoekstra, j'espère que je prononce bien son nom, qui était en mission ultra secrète
en Irak, qui a eu la bonne idée, en atterrissant en Irak, de dire sur Twitter, ouah, c'est la première fois que j'ai la réception sur mon portable en Irak à l'aéroport, c'est fantastique. Et il n'était pas censé y être, et personne n'était censé savoir qu'il y était. Donc ça a fait un énorme scandale, la NSA s'en est mêlée, etc. Donc c'était des cas comme ça, tu vas en avoir énormément. Mais c'est clair, ça va arriver. Alors, voilà pour nos histoires d'infos et d'actualités technologiques. Je pense qu'on va vous laisser avec cette histoire de Twitter, mais avant de partir complètement, puisque j'ai juste un truc à rajouter. Je sais pas si vous l'avez vu, parce que non, en fait, je pense pas que ce soit public en tant que tel, mais en fait, l'administration américaine va avoir un Twitter in chief. C'est quelqu'un qui travaille aujourd'hui pour Google, Katie Jacobs Stanton, qui a été extrêmement impliquée en fait dans la campagne, qui rentre dans l'administration en tant que directrice du social media et du new media. Et donc je l'ai appelé la Twitter in Chief parce que c'est rigolo, mais c'est vrai que son objectif c'est de voir comment, dans un contexte où traditionnellement l'administration a été relativement fermée en termes de communication, elle peut introduire ces nouveaux outils dans le jour le jour de la vie du gouvernement. Ah mais c'est très intelligent, hein. De toute façon il faut... le problème n'est même pas que, à vrai dire, que ça soit intelligent ou pas, le problème c'est que c'est nécessaire, parce que de toute façon ça va ressortir par une manière ou une autre, et il faut qu'il contrôle le message, donc oui c'est très important effectivement. Et pour continuer sur Twitter, alors, on passe donc à la conclusion de l'émission, et je voudrais qu'on donne maintenant notre conseil logiciel du mois. Certaines personnes nous ont suggéré de faire ça, et on reste dans le thème Twitter. Et là, je vais te faire plaisir, Jeff, puisque le logiciel dont je voudrais parler est un logiciel de ton pote Loïc, enfin de son équipe en tout cas, puisque c'est Twirl. Comme on le disait, le Twitter est utilisable par le net, mais pour vraiment l'utiliser, il vaut mieux l'utiliser avec un client indépendant sur votre desktop, dans votre système d'exploitation, un logiciel à part. Et moi, je vous recommanderais celui-ci, c'est Twirl, donc Twirl, qui est un logiciel hyper bien fait, hyper simple, qui vous permet d'avoir Twitter accessible tout le temps. Donc si vous voulez vous lancer là-dessus, essayez avec Twirl dès le début, ça vous permettra de l'apprécier d'autant plus. Et on peut peut-être donner les noms, nos noms, si vous voulez nous suivre sur Twitter, si vous voulez avoir une base. Surtout moi. Yann, le pauvre, qui n'a pas beaucoup de followers. Voilà, exactement. Donc c'est twitter.com/yanale. Si vous voulez suivre Patrick, c'est twitter.com/yanale. Et surtout, si vous voulez suivre Jeff, c'est twitter/yanale. Voilà. Donc, sur ces derniers mots. Non, voilà, quoi. C'est mon Twitter, c'est yanale. Donc, Yann, Y-A-2-N-A-L-E-T. Voilà. Donc moi c'est Note Patrick, N-O-T Patrick, parce que Patrick était déjà pris, donc j'ai été obligé de faire autre chose. Note Patrick. Et Jeff, c'est très simple, c'est Jeff. Espèce de salopio. Voilà. Donc déjà vous faites ces trois-là, ça vous fera une petite base, et puis je suis sûr que vous trouverez d'autres personnes aussi. Et si vous réussissez à mettre vos potes sur Twitter, c'est là que ça devient véritablement intéressant, parce que c'est là que vous allez avoir des gens proches de vous avec qui vous allez avoir un moyen de plus de rester en contact. Sachant que moi je Twitter en anglais. Je voulais juste préciser. Moi aussi, généralement, je Twitter en anglais. La plupart des gens le font en anglais parce que c'est quand même, on a souvent des audiences un petit peu anglophones. Donc Twirl pour utiliser Twitter, c'est le meilleur logiciel à mon sens. Il y a TweetDeck qui est pas mal non plus, mais qui est un petit peu plus compliqué. Moi je le conseillerais pas au début. Le site fantastique, c'est le site qu'on vous recommande ce mois-ci. Moi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est... déjà, j'espère que vous appréciez le titre de la rubrique. Le site fantastique. Le site fantastique. C'est bien, non ? C'est bien trouvé. Pas de réaction de la part du venture capitaliste. Je crois qu'il va essayer de ne pas me faire honte et de ne pas dire ce qu'il en pense. Merci. Le site fantastique, donc, c'est lmgtfy.com. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Let me Google that for you. Exactement, c'est letmegooglethatforyou.com. C'est un site en fait
quand quelqu'un vient vous voir, vous savez, au boulot, le mec qui est assis à côté de vous et qui vous pose toujours la question à la con à laquelle il pourrait avoir sa réponse qui pourrait avoir sa réponse en 10 secondes en cherchant sur Google, et ben vous allez sur ce site, vous faites la recherche sur ce dont il a besoin, et ça va vous donner une nouvelle URL qui va lui afficher en fait la page Google, la petite souris le pointeur de la souris qui clique sur le champ de recherche, les mots qui apparaissent dans la recherche sur Google et le résultat de Google. Donc en gros, c'est une manière simple de dire à la personne en question, bah mon vieux, arrête de m'emmerder et va chercher sur Google toi-même parce que c'est quand même extrêmement simple. Voilà. On a tous un collègue comme ça. Hein. Franchement, t'as toujours un collègue pour te poser une question à laquelle il pourra avoir la réponse en 2 secondes en la tapant sur Google. Et c'est bien parce que le site te montre bien à quel point c'est compliqué de taper la pauvre question que le gars te posait, tu vois. Donc en fait, il dit voilà, donc tu n'as qu'à taper la question dans Google et il te montre la petite souris qui va sur rechercher. Tu vois, c'était pas si compliqué. Alors arrête de me poser des questions. T'es idiot à chaque fois. Enfin, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ce site. Ouais. Let me Google that for you. Exactement. Si vous retenez pas les lettres. Hein. lmgtfy.com. Bon, vous le trouverez. En fait, le site, vous le trouvez très facilement sur Google, hein, bien sûr. Ensuite, on va passer au message qu'on a reçu ce mois-ci. Donc, il y a une personne qui nous a envoyé un petit message audio, c'est William. Et ben, écoutez, je vais le jouer tout de suite pour vous. C'est simplement un message de remerciement. Le voici. Salut à toute l'équipe de l'RDV, c'est Kichi. Donc je voulais juste vous féliciter pour ce premier épisode qui me paraît très prometteur. Donc je connais déjà les fabuleux podcasts de Yann et Patrick, donc Azeroth.fr et Bande de Noobs. Et c'est un podcast qui va faire partie de mes flux RSS. Donc juste bonne continuation et bravo à vous. Salut. Donc voilà, merci William, merci à toi de tes compliments sur l'émission. Il y a plusieurs personnes qui nous ont laissé des commentaires sur le site web aussi, un petit peu dans le même goût. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont laissé des commentaires sur le site ou qui nous ont envoyé des emails. Ça nous fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à nous en envoyer plus. Si vous voulez nous envoyer des questions également, n'hésitez pas à le faire aussi, que ce soit en texte ou en MP3. Oui, et je remercie également tous les gens qui nous ont laissé des messages aussi sur YouTube, iTunes, excusez-moi. Oui. On peut parler de YouTube. Toutes les personnes qui nous ont laissé des messages sur iTunes, on les remercie vraiment beaucoup aussi parce que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Donc merci beaucoup, ça nous a fait vraiment très très plaisir. Ouais, donc là aussi, oui. Donc là aussi, n'hésitez pas à laisser sur iTunes parce que là, c'est non seulement ça nous fait plaisir, mais en plus effectivement ça nous aide, comme le dit Yann, on monte un petit peu dans les classements sur iTunes et ça nous permet d'être en première page. Enfin, je crois qu'on est quand même assez bien placé dans le répertoire, mais tout de même, n'hésitez pas à y aller, que ce soit pour nous dire des choses gentilles ou pas. Hein. Enfin, plus des choses gentilles quand même. Ouais, des choses gentilles. Non, mais faut pas hésiter à aller dans le feedback, hein. C'est comme ça qu'on améliore l'émission. Exactement, tout à fait. Il y a quelques personnes d'ailleurs à propos de feedback qui nous ont dit arrêtez. Je crois que c'était par mail, je crois pas que c'était sur le site web dans les commentaires. Il y a quelques personnes qui nous disaient qu'elles aimaient l'émission, mais qui avaient quand même des anglicismes un petit peu trop. Et alors, j'en suis sincèrement désolé. Malheureusement, c'est vrai que c'est un monde quand même très anglophone, hein, le monde de la technologie. Donc on essaye de faire ce qu'on peut pour en avoir aussi peu que possible. C'est mal barré pour cet épisode, hein, parce que moi j'ai relevé licencer un brevet de la part de notre ami Jeff, qui nous a sorti un licencer un brevet qui en l'occurrence signifie plutôt attribuer un brevet, je pourrais traduire ça comme ça, et puis broadcaster ta location, ça c'était pas mal aussi. Broadcaster ta location, j'ai noté parce que c'était ça va, ça encore. Écoute, tant que les gens comprennent, c'est l'essentiel. Non, mais c'est vrai que bon, moi je te comprends, hein, Jeff, parce que en habitant là-bas, c'est sûr que tu perds presque. Moi, j'ai vécu au Japon pendant quelques années, et quand je suis revenu du Japon, mais c'était Jean-Claude Van Damme. Hein, il y avait des trucs, j'arrivais pas à parler français. Il y avait des trucs et pourtant je parlais français tous les jours, mais c'est plus la même chose, quoi. Donc moi, je te comprends, Jeff. Je te défends. Je suis derrière toi. Mais je suis désolé. Je l'ai dit en fait lors du premier épisode, mais je ne sais plus parler français.
normalement. Donc peut-être qu'on peut prévoir un traducteur qui prendrait en fait mon franglais et qui en ferait autre chose qu'une espèce de porridge. Je suis sûr que Google va inventer un truc pour ça, une sorte de traduction instantanée. D'ici le mois prochain, ils s'y seront mis, c'est certain. D'autres commentaires dont vous vouliez parler, les jeunes ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'ai pas grand chose à rajouter, non, moi. Bon, bah écoutez. Non, je pense que j'inciterai les gens, franchement, à passer un peu de temps sur le site de TED, TED.com, pour voir un peu toutes ces émissions, enfin toutes ces conférences, toutes ces sessions de l'année dernière et l'année d'avant qui ont été mises sur le net, parce que franchement c'est génial, c'est super intéressant, c'est très divers et varié, et c'est vrai que c'est la philosophie de la conférence que de mettre ces choses en ligne pour que tout le monde puisse bénéficier du savoir des gens qui passent à la conf, quoi. Donc je pense que c'est très positif. J'ai juste une chose quand même, enfin, comme tu m'as proposé tout à l'heure de rajouter une chose éventuellement, Patrick, à nos auditeurs, s'ils pouvaient me donner un tout petit coup de main, je suis en train de développer un logiciel qui s'appelle MyBoard, et il est en phase d'alpha, en pré-alpha pour le moment, et donc je cherche des gens qui, si on a une communauté vraiment de geeks parmi vous, enfin, si vous sentez l'âme d'un geek, et que vous voulez avoir donc l'équivalent du dashboard, je sais pas si vous savez ce que c'est, peut-être Patrick, peut-être Jeff, tu dois sûrement savoir. Le dashboard, c'est une application sur macOS qui permet de gérer les gadgets, les trucs pour avoir la météo, pour avoir les stock market, les affiches au cinéma. Qui fait des anglicismes maintenant, hein? On fait moins le malin, hein? Qui permet d'avoir toutes ces petites applications. On a l'équivalent sur Vista avec la sidebar. Ouais, un dashboard, hein? Non, attends. Là, je suis devant mon Mac et ça s'appelle Dashboard sur macOS. Même en français. D'accord. Même en français, voilà. Ça va t'excuser. Donc, il va falloir comment je vérifie tout ça. Hein. Alors, mais voilà. Donc, le dashboard, donc ça existe sur macOS, et donc j'ai créé une version pour Windows Vista, et donc je suis actuellement en phase de bêta. Donc, si vous avez envie d'avoir un dashboard également sur Vista et que vous voulez me donner un petit coup de main pour pouvoir trouver les bugs, etc. Écoutez, je vous invite à aller sur mon site de yanale.com pour tester tout ça et puis essayer de me remonter les bugs, quoi. Donc, c'est juste une petite annonce comme ça si vous avez envie de tester un petit peu un dashboard sur Vista. Voilà. Ça marche. Le message est passé. Et sur ces dernières choses, on va vous souhaiter une bonne continuation dans le merveilleux monde de la technologie. On va vous remercier évidemment de nous avoir écouté, d'avoir été fidèles au rendez-vous tech. Je vous rappelle évidemment le mail auquel vous pouvez envoyer vos questions et vos commentaires, c'est tech@lrdv.fr. LRDV, c'est le site qui est la contraction du nom. Le rendez-vous, ça donne LRDV, évidemment. Donc lrdv.fr, c'est le site du podcast. Merci à tous d'avoir été là. On vous retrouve. Alors moi, je ferai peut-être une émission dans 2 semaines. Hein. Je pense que je vais accélérer un petit peu le rythme des émissions. Je sais pas si mes 2 camarades seront là dans 2 semaines, mais en tout cas, j'essaierai de trouver du monde pour pas être tout seul. Ça serait un petit peu trop triste de faire ça tout seul. Et puis, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous deux, je vous reverrai au plus tard dans 1 mois. Hein. Vous serez là pour la grosse émission du mois prochain. Mais bien sûr, on peut pas te laisser tout seul. Je sais pas encore si je serai là pour le demi, dans 2 semaines, mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour le mois prochain. D'accord. Jeff, pareil. Ce sera avec grand plaisir, bien sûr. Super. Eh ben merci à tous. Un dernier message à faire passer, peut-être quelque chose que vous voulez dire, ou on s'arrête là? On s'arrête là. Allez, c'est bon, Jeff. On a déjà fait 2 heures, on a déjà fait 1h15 là, donc petit à petit voilà. on drift vers le podcast de 2 heures. Et donc on va s'arrêter là. On vous remercie tous en anglais. Thank you very much everyone and see you next time. Bye. Allez, salut, ciao. Au revoir.